tous. Donc, on va parler un peu du réseau jeune. Pendant cet atelier, je vous donne deux, trois repères sur le déroulement de la présentation des 20 premières minutes. Je procède en trois temps. Je vais présenter un peu le contexte et la démarche d'observation. Je vous expliquerai pourquoi j'insiste sur ce point-là. Dans un deuxième temps, je vais vous raconter la situation qu'on a vécue en avril 2019 pendant le réseau jeune de la Vienne à Latus. Et puis, dans un troisième temps, je vais donner deux, trois éléments d'analyse dans l'idée que ces éléments d'analyse peuvent alimenter les discussions dans les ateliers en petits groupes. Donc, en deux mots, en 2018-2019, moi, j'ai accompagné un groupe d'animateurs de la Vienne avec Cécile Martineau, avec plusieurs collègues chargés du pilotage, donc Christophe Besson, et on a préparé ensemble de septembre à avril le réseau en réfléchissant à ce qui allait s'y passer et à comment on allait faire bouger les choses, aller encore plus loin que lors du réseau de 2018. Donc, les questions qu'on s'est posées et les questions qui, moi, m'intéressaient en tant que chercheur accompagnateur, c'était tout ce qui tournait autour des conseils, parce que je viens de la pédagogie institutionnelle, et puis tout ce qui tournait autour de la question du pouvoir, c'est-à-dire comment, dans un dispositif comme le réseau jeune, les jeunes prennent du pouvoir, comment les adultes transfèrent leur pouvoir aux jeunes. Et puis, il y avait un questionnement un peu plus général qui était finalement comment, dans le collectif des adultes qui encadrent le dispositif à tous les niveaux, animateurs, cadres, directeurs, permanents, chargés de mission de la Fédé, comment ça pense, comment on réfléchit collectivement aux pratiques et comment les postures professionnelles évoluent. Et du coup, quand on est arrivé au réseau en avril 2019, c'est ça qu'on voulait regarder. Mais on voulait regarder sans avoir une méthode, sans faire un recueil de données avec des questionnaires ou je ne sais quel outil. On était plutôt dans une démarche ethnographique, c'est-à-dire regarder ce qui se passe en participant. Moi, j'étais présent sur le réseau avec l'équipe des animateurs et avec Christophe et Cécile qui pilotaient le dispositif. J'ai regardé ce qui se passait et j'essayais de repérer dans ce qui se passait ce qui pouvait intéresser la réflexion qu'on avait engagée avec les animateurs en septembre. J'insiste là-dessus autour des questions qu'on s'était posées ensemble et pas des questions que moi j'amenais en tant que chercheur. Et puis pour finir sur ce premier point, en gros, l'idée était d'avoir une posture critique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une posture critique? Ça ne veut évidemment pas dire qu'on fait des critiques et qu'on débine le dispositif. L'idée, c'est d'aller chercher des critères, de passer au crible pour déconstruire l'expérience, en l'occurrence du réseau, et aller chercher notamment ce qu'on appelle des analyseurs. Et du coup, on va beaucoup s'intéresser à des points de tension, parce que généralement, les points de tension, ils permettent de repérer des enjeux qui sont encore en contradiction, et c'est généralement un moyen puissant de faire évoluer les pratiques et les dispositifs. Du coup, vous allez l'entendre, moi j'ai été chercher une situation où ça ne marchait pas très bien, il ne faut pas le surinterpréter en se disant donc c'est un raté ou les chercheurs ont voulu montrer ce qui ne fonctionnait pas. Évidemment pas du tout. L'idée était de comprendre par l'analyse de cette situation critique quelles étaient les questions qui étaient encore implicites, qui n'avaient pas encore été repérées, qu'on n'arrivait pas encore à se poser. Et puis, dernier point, je vous disais tout à l'heure que j'expliciterai les raisons pour lesquelles j'insiste sur ce point-là. On est là dans une démarche qui, en fait, est évidemment une démarche mise en œuvre par des chercheurs en co avec des animateurs, mais je ne dirais pas qu'on est dans une démarche scientifique au sens classique. Si j'insiste sur cette démarche d'observation et d'analyse réflexive, c'est parce qu'en fait, c'est une dynamique qui est assez caractéristique de la manière dont on essaye de travailler en équipe. En gros, ce dont je vais vous parler, c'est une dynamique ou une logique ou une posture qui est celle des équipes et des collectifs dont vous faites partie pour un grand nombre d'entre vous, qui sont dans l'expérimentation de ces dispositifs.
Et j'insiste du coup sur le fait que dans l'évolution du réseau jeune, cette démarche-là, de mettre un peu à distance les pratiques, mais du coup d'en profiter pour mettre à distance le vocabulaire, les mots qu'on utilise, les allants de soi, les évidences, et puis tous ceux autour de quoi on a le sentiment qu'on est tous d'accord sans finalement trop s'arrêter pour décortiquer ça et savoir si vraiment on est d'accord, que cette dynamique-là, elle a été assez centrale dans l'ensemble de la recherche-action. Donc ça, c'était le premier point. Et on arrive au réseau jeune. Donc réseau jeune à Latus, en avril 2019, pendant 4 jours. Il y a une vingtaine de jeunes moteurs qui encadrent le groupe. Il y a une soixantaine de jeunes participants qui bénéficient du réseau jeune. Et il y a une dizaine d'adultes qui sont là en accompagnement. Première question, pour être sûr de ne pas aller trop vite, le déroulement ou le fonctionnement du réseau jeune, quand je parle des 20 jeunes moteurs et des 60 jeunes participants, et puis la dynamique générale du réseau jeune, est-ce que ça, pour toutes et tous parmi vous, c'est à peu près clair ce à quoi ça ressemble, ou est-ce qu'il faut que j'en dise un peu plus ? Moi, pour ma part, je préférais que vous en disiez un peu plus sur le sujet. Ouais. S'il vous plaît. Avec grand plaisir. Donc, le réseau jeune, je le dis avec mes mots, mais ça ressemble de très très loin à une colo. Pendant 4 jours, vous avez 80 jeunes qui sont hébergés dans une structure et qui vont avoir un programme d'activité qui ressemble assez à un programme d'activité de séjour de vacances. Sauf que quand on creuse un peu, ça ne ressemble pas tant que ça à une colo, parce que petit 1, il y a tout un tas d'activités pendant lesquelles les jeunes vont débattre et réfléchir autour de problématiques de société, autour de sujets qui leur semblent des sujets qui renvoient à des problématiques d'engagement et de citoyenneté. Le thème, c'était les médias et les fake news pendant ce réseau jeune. Le deuxième élément... Juste une question avant, pardon. Est-ce que ce sont des thèmes que eux choisissent ou qui leur sont imposés? Oui, c'est eux qui choisissent ce thème. Ouais. C'est les jeunes moteurs qui choisissent le thème. Deuxième élément qui va dans le sens de votre question, c'est que cette colo, qui n'en est pas une, a été préparée pendant quelques mois, en fait à partir de janvier 2019, par les jeunes dits moteurs. Et du coup, ces jeunes non seulement ont préparé, choisi la thématique, mais pris en charge l'organisation du séjour. Et ce séjour, ils l'encadrent. Ce qui veut dire, troisième particularité, que les adultes, les 10 adultes qui sont là, ils accompagnent, ils interviennent auprès des jeunes moteurs, mais ils ne sont pas les principaux porteurs du séjour qu'est le réseau jeune. Et puis, dernière caractéristique, il y a des activités d'engagement, c'est-à-dire que pendant une journée ou 2 demi-journées, selon les réseaux jeunes, les jeunes moteurs et participants, donc moteurs ceux qui animent, participants ceux qui bénéficient du dispositif, vont en petits groupes aller travailler, par exemple avec une association du territoire qui travaille sur la diffusion de la culture, l'envoi de bouquins en Afrique, sur des projets environnementaux, etc. Et pendant le réseau jeune, tous les jeunes, et là je fais le lien avec la deuxième partie qui est le récit de la situation, tous les jeunes vont se répartir, les 20 jeunes moteurs vont se répartir dans des commissions. Il y a une commission qui travaille par exemple sur l'animation des débats. Il y a une autre commission qui travaille sur l'animation, donc évidemment préparation, mise en œuvre des activités plus festives, des veillées et des jeux. Il y a une commission qui travaille sur la communication et qui va documenter, filmer, faire des photos. Ces commissions de jeunes moteurs fonctionnent pendant le séjour, ont un très gros niveau d'autonomie et en fait, il y a une situation critique qui va se émerger autour des commissions. Un soir, il y a une jeune qui va en voir une autre et qui lui dit « Est-ce que tu voudrais nous donner un coup de main dans notre commission ?» Alors, la deuxième jeune lui dit « Oui ». Et puis, le lendemain matin, la première va dire à la deuxième « Écoute, je t'ai demandé d'intervenir dans notre commission, mais finalement, on n'a plus besoin de toi, on va très bien se débrouiller comme ça. » C'est un non-événement, sauf que les gens sont un peu fatigués et la manière dont c'est dit est mal comprise et ça crée une petite tension.
sans grande importance. Ça crée un petit conflit. Quelques heures plus tard, tout le monde commence à entendre parler de ce conflit. Et puis, il y a un conseil pendant lequel les jeunes moteurs sont censés organiser le déroulé du lendemain. Et puis, au moment où ça débute, il y a une jeune qui demande tranquillement à ce que le sujet du conflit soit abordé. Et les deux adultes qui encadrent, qui animent ce conseil, vont dire non. Ils ne vont pas dire non brutalement, ils vont discuter un peu entre eux avec les jeunes et finalement, ils vont dire qu'on ne peut pas aborder ce sujet-là. Avec deux arguments un peu différents, un qui dit on manque de temps et l'autre qui dit c'est pas vraiment le lieu, les conditions ne sont pas réunies. Bon. Et en fait, là, ça va rebondir et l'incident va commencer à prendre de l'ampleur parce que une partie des jeunes moteurs, sont pas du tout contents qu'on n'ait pas discuté de ce sujet. Ils vont donc, pendant le conseil, râler assez fort, en restant à leur place, en apportant des arguments, en explicitant leur position, mais ils vont insister sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord pour que le sujet soit reporté. Troisième étape, il y a une espèce de discussion avec les deux jeunes qui ont été en conflit et deux adultes, le référent de l'une des jeunes et le pilote du dispositif, le chargé d'études. Ça ne se passe pas très bien. Les adultes en reparlent le soir. Les jeunes continuent à demander à ce que dans un conseil formel avec les jeunes, l'incident soit discuté dans le cadre de ce dispositif formel institutionnel qu'est le conseil. Et puis, il va y avoir 2 temps de régulation. Un temps de régulation où les jeunes vont être recadrés par les adultes parce qu'il y a eu le bazar dans les chambres, et les jeunes vont pointer la contradiction en disant il y a un type d'incident dont vous voulez bien parler dans le conseil, c'est le fait que ça a été le bazar hier soir, et il y a un type d'incident dont on ne peut pas parler, dont vous ne voulez pas qu'on parle, et vous n'êtes pas cohérent. Et en fait, ils mettent les adultes à l'amende, mais ils mettent les adultes à l'amende avec une argumentation qui est extrêmement poussée, extrêmement solide, en disant très concrètement, c'est quoi vos critères pour dire que sur telle question, on a le pouvoir, on peut discuter, et que sur telle question, on l'a plus. Les adultes moulinent tout ça, et puis il y a un deuxième conseil où en gros, les adultes finissent par dire, oui, vous avez raison, et élaborent avec les jeunes un dispositif, une procédure, des stratégies, une espèce de démarche pour inscrire des sujets, traiter des conflits dans le conseil des jeunes. En fait, ils ne l'élaborent pas vraiment avec les jeunes, c'est les jeunes qui l'ont proposé et les adultes qui disent vous avez raison et on va y aller. Donc ça, c'était le récit des grandes étapes de cette situation critique. Et puis, troisième temps, quelques éléments d'analyse. D'abord, est-ce que c'est un raté ? En fait, oui, on pourrait dire que c'est un raté, puisque les adultes n'ont pas su répondre à la demande des jeunes et n'ont pas su investir le conseil pour traiter le problème. Et puis, on pourrait dire que c'en est pas un, et moi, je dis que c'en est pas un, parce qu'en fait, on vient d'assister là à une situation dans laquelle, en 24 heures, 36 heures, une situation absolument inédite et nouvelle est apparue. Il y a une phase de flottement dans laquelle on n'a pas pu gérer immédiatement parce qu'on n'avait pas les outils. Très clairement, la gestion des conflits dans le conseil n'était pas prévue et on ne savait pas comment s'y prendre. Et les adultes, les deux adultes qui animaient le conseil, ont pris une décision, selon moi, très responsable. C'est quoi cette décision très responsable ? C'est de dire potentiellement, la gestion d'un conflit en conseil de jeunes moteurs, ça peut amener à une énorme explosion. Et tous les deux, tout seuls, sans avoir parlé avec l'équipe, on n'a pas l'autorité de prendre une telle décision. C'est-à-dire la question, est-ce qu'on gère ou non les conflits en réunion de jeunes moteurs, ça ne peut pas être une décision qu'on prend à deux. Quand je dis que c'est une décision très responsable, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'être en capacité de pouvoir tenir le cadre. Ils ne savent pas comment la gestion de l'incident se passera s'ils l'acceptent en réunion de jeunes moteurs. Donc, ils disent on attend. Mais en moins de 36 heures,
les jeunes ont refait conseil, les adultes ont fait réunion, et le collectif des jeunes et des adultes est capable de créer un dispositif. Et cette situation qui était inédite et que hier on ne savait pas gérer, eh ben aujourd'hui on sait la gérer parce qu'on l'a prise à bras le corps et qu'on n'a pas adopté une position ferme, brutale, adulte en disant on ne parlera jamais des conseils. Deuxième élément d'analyse, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce qui s'est passé autour de cette crise, c'est qu'on voit qu'il y a un écart de définition de la situation. Les adultes n'arrêtent pas d'en parler comme d'un conflit interpersonnel qui est à côté du réseau jeune, qui est à côté du travail des jeunes moteurs, qui est à côté de la question de l'engagement. Et les jeunes, quand je disais qu'ils avaient une argumentation extrêmement solide, disent en fait, vous vous trompez, ça n'est pas un conflit interpersonnel, ça pose la question de l'organisation du travail dans un collectif de jeunes, et on est au cœur du réseau, et on est au cœur de la problématique de l'engagement, de la question de participation. Et ça, la capacité des adultes et des jeunes à constater cet écart, à le discuter, et la capacité d'abord des jeunes à argumenter, ensuite des adultes à entendre les arguments et à ne pas rester bloqués sur leur première compréhension, a un effet extrêmement bénéfique. Puis troisième élément d'analyse, et ce sera le dernier avant de partir dans les groupes, ce qui se passe là, en fait, ça pose une question qui se pose dans tous les dispositifs où il y a transfert de pouvoir entre jeunes et adultes, depuis les adultes vers les jeunes. On pourrait dire un peu caricaturalement qu'il y a plus ou moins 4 niveaux auxquels le pouvoir peut se déléguer. Le premier, c'est le contenu de l'activité. C'est-à-dire les jeunes, ils ont le pouvoir sur qu'est-ce qu'on fait comme activité, et on dit que, je ne sais pas, dans 3-4 semaines, on a une journée d'activité à programmer et on a le choix entre ciné, patinoire et je ne sais quoi. Donc, premier niveau, c'est le contenu de l'activité. Deuxième niveau, sur lequel potentiellement il y a délégation de pouvoir, c'est non plus le contenu de l'activité, mais le cadre, son organisation, son fonctionnement, la durée, le lieu, les modalités de déplacement. Tout ce qui relève de la logistique, de la forme, des espaces et des rythmes. Troisième niveau de délégation potentielle de pouvoir, c'est le pilotage, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à un niveau où les jeunes sont les initiateurs et les porteurs du dispositif, et je pense que c'est ce qui se passe avec le réseau jeune. Et quatrième niveau, c'est la question de la loi. Est-ce que à ce quatrième niveau de la règle, des règles de fonctionnement, de la charte, les jeunes ont le pouvoir, c'est-à-dire évidemment dans la limite du code pénal et du code civil, est-ce qu'à l'intérieur de ce cadre, déterminer des règles de vie, c'est quelque chose qui relève du pouvoir des jeunes. Je pense que dans la situation que je viens de vous présenter, il y a précisément une incertitude là-dessus, c'est-à-dire une certaine difficulté à passer complètement au quatrième niveau et à se dire que même sur la question de la règle et du cadre de fonctionnement, il y a possibilité de délégation totale vers les jeunes. En tout cas, il y a cette tension au début de l'incident et elle est en partie dépassée, cette tension, à la fin de l'incident. Donc, je vous soumets ces quatre niveaux: contenu de l'activité, le cadre ou la forme de l'activité, son initiative et son pilotage, et puis la question de la règle ou de la loi. Et peut-être que dans les ateliers, ça peut être une base pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans vos projets, dans vos structures, et comment vous-même, individuellement ou collectivement au sein d'équipes, vous vous positionnez par rapport à ces 4 niveaux possibles de transfert de pouvoir. Voilà, on va essayer quand même de le faire un petit peu collectivement pour qu'il n'y ait pas que moi qui parle. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode éprouvée qui s'appelle dans le langage technique à l'arrache. On va essayer de s'arrêter sur au moins une question de chacun des groupes. Et à l'arrache, ça veut dire que je vous propose, quand on relève une question, si vous avez envie d'intervenir et de dire voilà ce que j'en pense, voilà ma réponse, toutes et tous là dans le groupe, vous allumez votre micro et vous y allez direct sans demander la parole.
Et on fait juste un truc pour réguler un peu. Moi, je vais y aller doucement dans la lecture des questions pour qu'on ait le temps. Quand moi, j'ai des éléments de réponse, comme vous, hein, je réponds, mais vous le faites autant que moi. Je prends peut-être sur le premier groupe, pendant que vous découvrez un peu toutes les questions, celle des limites à donner. Là, j'ai un petit élément de réponse simple. En fait, deux. Moi, je pense qu'il y a deux limites. C'est la loi, c'est-à-dire code pénal, code civil. En gros, on sait qu'on travaille dans ces limites-là. Et puis le deuxième, c'est le principe de réalité. Et le principe de réalité, j'essaie de vous donner un exemple très très concret en partant de ce que j'appelais avec des collègues il y a une vingtaine d'années la colo provisoire, qui était une colo dans laquelle, un modèle de colo dans lequel les jeunes avaient beaucoup d'autonomie. Et en fait, on s'était rendu compte que dans plein de séjours où on laissait plus de liberté aux jeunes, il y avait beaucoup de règles qui étaient plutôt des règles d'organisation et qui pourtant s'imposaient comme si c'était des espèces d'incontournables. Et par exemple, la première chose qu'on a faite, nous, pour expérimenter une démarche où on repoussait les limites, ça a été de supprimer tous les horaires, tous les emplois du temps, jusqu'à supprimer l'heure de coucher ou le couvre-feu, là, dans une colo avec les 13-15. Qu'est-ce que ça veut dire, principe de réalité? Que c'est l'idée qu'en fait, aller dormir la nuit, c'est finalement peut-être pas si important que ça. Par contre, être en état physique de participer sans danger à des activités, ça c'est important. Et donc on avait mis en place une règle, c'est la première règle qu'on a annoncée aux gamins, c'est de dire ici il n'y a plus de couvre-feu, vous vous couchez à l'heure que vous voulez. Par contre, un animateur peut vous refuser en activité le lendemain si jamais il a le sentiment que votre état physique fait que vous allez vous mettre en danger. Et toutes les règles étaient inventées sur la base de ce genre de principes très généraux par les jeunes. On leur donnait 2-3 règles de base qu'on appelait la constitution, des règles très générales, genre ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger les autres. Et sur cette base-là, quand on se demandait si il y avait une heure de coucher, si on avait l'obligation d'aller au repas, si on avait l'obligation de participer à des activités, on se posait et on en discutait. Et on déterminait en fonction de la loi et en fonction de ce principe de réalité, collectivement, quelles limites on pouvait se donner. Et ça marche à une condition qui est un bidule qui s'appelle le droit de veto. Et le principe de droit de veto, c'est la liberté des jeunes est presque absolue dans les limites de la loi et du principe de réalité, mais à tout moment, pour la sécurité des jeunes, tout adulte peut mettre son veto, même s'il n'a pas d'argument, mais parce qu'il sent dans ses tripes que s'il acceptait quelque chose, s'il acceptait telle ou telle règle, alors il mettrait en danger les jeunes. Une fois qu'il y a cette sécurité du droit de veto, je pense que les limites peuvent être poussées extrêmement loin. Est-ce que quelqu'un a repéré une question posée par d'autres groupes sur laquelle il ou elle veut réagir? Alors moi, c'était le groupe 7, il me semble, et c'était sur la question par exemple, mettre en place des projets et faire en sorte que les jeunes soient les plus acteurs possibles. Et on parlait de nos expériences respectives. Et quelquefois, c'est vrai que c'est compliqué de faire le deuil de tel ou tel projet parce que les conditions n'étaient pas réunies et parce que la question de l'estime de soi rentre en compte. Mais en même temps, accepter l'échec, c'est grandir aussi. Mais c'est compliqué et c'est vrai qu'en plus, travailler un projet, c'est sur du long terme. Et voilà, c'était sur ça en fait. Vous voulez nous donner un exemple peut-être d'une expérience vécue? Alors, je rebondissais sur l'expérience de. Alors, je ne sais pas si la personne peut intervenir sur. J'ai pas d'exemple moi tout de suite, mais c'est parce que ça a fait écho. C'était l'expérience d'un jeune qui voulait mettre un projet sur l'environnement, si j'ai bien compris. Et parce que c'était juste après le confinement, ça n'a pas pu se faire. Donc, j'invite la maison de quartier qui a pu comprendre que je parlais d'elle Oui. à en parler.
Merci. Alors, du coup, voilà, effectivement, c'était un jeune qui avait envie de faire un projet avec plusieurs types d'ateliers. Il voulait trois sortes de projets dans l'année sur la protection de l'environnement et surtout sensibiliser ses pairs à l'environnement. Et le premier atelier, c'était du coup quelque chose qu'il a mis en place pendant des vacances scolaires. C'était de la création d'affiches de sensibilisation. Ça a très bien marché. Il a fait un quiz aussi très bien fonctionné. Et le deuxième, c'était déjà un escape game, c'était déjà un très gros projet. Et il était seul à la base. Il a essayé de rallier deux, trois copains. Nous, on a, surtout ma collègue, elle a vraiment tiré à droite à gauche pour réussir à agrandir le collectif. Et on s'est dit qu'on est sûrement peut-être tiré un peu trop. Et en fait, ça a été très dur de mettre en place des réunions. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'était des réunions qui pouvaient avoir lieu dans l'enceinte même de notre CSC. Mais comme on jugeait qu'ils étaient assez grands, hein, c'était des jeunes qui avaient au moins 16 ans. Il y en a peut-être qui avaient 14 ans et demi, 15 ans, les jumeaux. Sinon, voilà, c'était environ des 15, 16, 17, voire 18 ans. Et ils pouvaient se retrouver les uns chez les autres, pourquoi pas. Et en fait, c'était hyper compliqué quand même de de créer ces événements parce que je pense que l'envie du jeune, elle était vraiment très, très personnelle, qu'elle n'était pas assez partagée, qu'on avait tous trop tiré les ficelles et qu'en fait, ça prenait pas quoi. Et malgré qu'on ait aidé, eh bien, on a dit, voilà, si ça prend pas, si c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment. Il faut peut-être pas le faire, ce projet. Il y a peut-être d'autres projets que tu pourras mener plus tard, mais peut-être que celui-là, c'est pas possible parce qu'on a l'impression de porter nous seuls le projet, en fait. Et donc, ça n'a pas abouti. Le projet n'a pas été continué parce que ça venait pas assez des jeunes, quoi. Vous, qu'est-ce que vous en retenez ou quelle stratégie, du coup, après cette expérience, vous mettriez en place? Parce que j'imagine que vous avez aussi appris beaucoup en vivant l'échec de ce projet. Ouais, c'est sûr qu'on a appris. Après, c'est encore récent, hein, c'est de l'année dernière, mais je dirais que peut-être que l'évaluation de départ, l'entretien de départ avec ce jeune, eh bien, il était peut-être pas assez fin, il était peut-être pas assez. On s'est peut-être pas rendu compte que bah, lui, il voulait sûrement pas porter ça tout seul, qu'il n'était pas assez entouré, que je pense que peut-être qu'on aurait pu orienter afin que ce ne soit pas un échec sur quelque chose qui était plus accessible encore, faire une étape intermédiaire entre ce qui s'était passé avant et peut-être le futur escape game. Je pense que c'était trop tôt. Tout simplement, mais on n'aurait peut-être pas dû complètement abandonner parce que alors c'est un jeune qu'on a revu depuis, mais vraiment de manière très des petits pics à droite à gauche, on l'a revu peu. Et du coup, on ne l'a pas perdu, mais on a perdu cet élan qu'il avait. Et ça, c'est vraiment plus que dommage. Enfin, on ne peut pas perdre l'élan d'un jeune. Pour moi, ça, c'est pas possible. Mais on aurait pu le faire d'autres manières. On n'a pas bien réfléchi. Peut-être qu'il y avait une manière numérique. Peut-être il y avait, en tout cas, il y avait sûrement des outils qui faisaient qu'on aurait pu faire quelque chose différemment et peut-être avec un mini collectif. Dans le grand groupe, comment vous réagissez? Quelle piste vous donneriez, vous, pour prévenir ce type de situation? Alors, c'est un peu difficile parce que ce n'était pas moi directement qui menait ça. Mais bon, je veux dire, dans tout notre groupe. On a d'autres événements, voilà, d'autres créations des fois. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Oui, alors non, ma question, en fait, s'adressait à l'ensemble du groupe. D'accord. Et je demandais si parmi les collègues qui vous ont entendu, certains avaient des idées de choses à mettre en place pour prévenir ce type de situation. Pour moi, ce n'était pas forcément une idée, mais plus une remarque que des fois, ça peut être très important. Les différents taux d'engagement au sein d'un projet peuvent être source de conflits. Je pense que quand il y a par exemple deux jeunes qui sont très très investis et d'autres qui ne le sont pas trop, je pense que c'est des discussions à avoir avec eux sur vraiment ce qui les porte et ce qui les emmène dans ce projet. Parce que je pense que souvent quand il y a un jeune ou deux qui portent le projet
et les autres qui s'y inscrivent pas vraiment, ou en tout cas qui font pas des efforts au sein de ce projet-là, des fois, ça peut emmener à conflit, ça peut emmener que le projet il avance pas et que ceux qui sont porteurs, enfin le plus porteurs, on va dire, ou le plus engagés dans ça, ont du mal à faire avancer les autres. Du coup, ils n'ont plus envie de le faire. Je pense que c'est quelque chose à vraiment discuter et en tout cas avec eux et à voir comment on peut organiser ça. Parce que je pense que ça peut vraiment détruire un projet parce qu'il y a des désaccords à ce niveau-là, en tout cas. Merci beaucoup. D'autres réactions dans le groupe? Alors, moi, j'aurais une réaction tout de suite à chaud. Ça me fait penser au fonctionnement d'une entreprise. En fait, ça me fait penser à des collectifs qui peuvent se créer au sein d'une entreprise et que on a parfois des idées, mais que tout le monde n'a pas le même niveau d'implication. Pour autant, ça peut fonctionner extrêmement bien parce que, alors, si c'est une entreprise très classique, il y a une hiérarchie et en tout cas, naturellement, il y a des choses qui se mettent en place et chacun est à sa place. Et donc, on sait un petit peu le niveau d'engagement que chacun peut avoir. Et ça peut très, très bien fonctionner. Mais j'imagine qu'il y a d'autres manières qui seraient sans une hiérarchie. Ça pourrait fonctionner. Mais je me dis, dans une entreprise, chacun a sa place. Et il y en a qui sont très timides, il y en a qui sont moins investis, il y en a qui sont très créatifs, il y en a qui le sont moins. Pour autant, chacun peut trouver sa place et être important dans le puzzle de l'entreprise. Peut-être aussi engager la discussion sur les conditions d'un tel projet. Pour mettre en place ce projet, est-ce que tu comptes déléguer à telle ou telle personne, quelle organisation et pareil, réalité du terrain ou de la conjoncture ou des circonstances. Là, c'était apparemment, visiblement, le confinement ou le Covid, je ne sais plus. Mais oui, on peut mettre en place ce projet, mais réfléchir à les contraintes. Qu'est-ce qu'il faudrait comme condition pour que ce projet soit viable? Et être très vigilant à ça, parce que c'est vrai que même si le pseudo-échec d'un projet, ça fait partie du fait de grandir, ça peut être vécu comme une frustration aussi. Et comment gérer ça? Mais dès le départ, déjà, réfléchir bien préparer le terrain, je pense. Je fais deux petites remarques et puis je vous propose ensuite de passer à un autre groupe et à des questions que vous auriez repérées. Je fais deux remarques qui reprennent un peu ce que vous avez dit là. La première, c'est qu'en fait, en le disant un peu caricaturalement, je dirais que c'est ni l'échec ni la réussite d'un projet qui va avoir un effet éducatif, mais c'est ce qu'on s'en raconte et la manière dont on pense collectivement et dont on aide les jeunes à penser autour de ça. Et je pense qu'effectivement, le fait d'anticiper simplement dans la discussion et que ce soit une espèce de base de travail pour tout le monde, pour tous les jeunes, de savoir que quand on a un projet, c'est intéressant de s'y lancer, qu'il y en a qui vont réussir et puis qu'il y en a qui ne vont pas réussir, c'est qu'on anticipe le fait déjà que l'échec, on l'accepte et qu'on personnalise pas ou qu'on ramène pas à soi ou qu'on prend pas pour soi. Ça, je pense que c'est important. Mais d'un point de vue beaucoup plus opérationnel, moi, ça me donnerait envie d'institutionnaliser avec les jeunes un bidule qui s'appellerait l'étude de faisabilité. Pour formaliser le fait qu'on sait en amont qu'un projet peut réussir ou peut ne pas réussir, et que du coup, on va passer dans cette étape, on va l'engager, on va commencer à se projeter, on va essayer de voir si ça prend, et puis qu'il y aura un moment de bilan où on sera en capacité de dire finalement on s'arrête pour les raisons que vous avez dites, par exemple, c'était trop tôt, on n'était pas prêt, mais qu'on l'ait suffisamment anticipé avec une forme très instituée pour savoir qu'au moment où il y a une décision d'arrêt ou de report, ce n'est pas un échec. Est-ce vous avez repéré dans un autre groupe... Après, pardon. Si je peux répondre aussi, c'est pourquoi le jeune, il n'est pas obligé d'avoir un collectif aussi. Il peut partir tout seul sur un projet. Nous, il y a des jeunes des fois qui viennent avec des projets. Peut-être le faire à plus petite échelle. L'avantage, c'est qu'on est quand même dans des centres sociaux, donc on a quand même plusieurs types de publics. Et donc, du coup, nous, c'est vrai que certains jeunes, selon les projets,
on leur demande, par exemple, de faire un escape game, c'est déjà arrivé, à plus petite échelle, et de le faire pour notre centre de loisirs, pour notre accueil. Mais au moins, ce n'est pas un échec. Le jeune, il a vu, puis il s'est rendu compte aussi de comment il a pu le mettre en place, de changer de... voilà, il avait pensé à faire un grandeur nature, et puis en fait, il s'est rendu compte qu'il a fait à la médiathèque, parce que c'était plus petit, voilà, d'avoir d'autres contraintes, mais de s'adapter, quoi. De s'adapter selon les difficultés. Merci beaucoup à vous. Alors, est-ce que vous avez repéré une question ou des questions dans les prises de notes d'un autre groupe que vous aimeriez qu'on aborde ou sur lesquels vous avez des éléments de réponse les uns ou les autres? Nous, on voulait savoir dans notre groupe comment vous avez fait pour trouver les jeunes et qui était porteur de projet, qui était participant, combien de jeunes il y avait au total? Est-ce que c'était différentes structures? Voilà. Eh bien, je dis un mot, mais on peut peut-être dire aussi, pour avoir un autre exemple, comment ça se construit, ça s'est construit sur les réseaux nationaux. Là, en fait, au moment où il y a ce réseau, il y en a eu d'autres avant. Je pense que c'est le 3e dans la Vienne, je crois, celui-là. Et en fait, comment ça s'est passé? Dans les structures, je pense qu'il y avait à ce moment-là 8 ou 9 structures impliquées sur les 14 de la Vienne. Et chacune et chacun des animateurs qui étaient impliqués dans le réseau jeune a repéré dans son groupe de jeunes un ou deux jeunes qui étaient particulièrement impliqués et dont il sentait que ce jeune, il pouvait aller un peu plus loin. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des jeunes qui s'ennuient et qui ont besoin à tout prix de faire autre chose, mais on sent qu'ils ont de la ressource et qu'ils veulent expérimenter des choses. Et donc, voilà, chacun des animes sait qu'il peut recruter un ou deux jeunes. Il va en parler avec ses collègues, l'équipe, et puis ils vont aller voir des jeunes en disant « Est-ce que tu veux être parmi le groupe de jeunes moteurs qui va animer le prochain réseau ?» Le groupe se constitue. Là, ils étaient une vingtaine de jeunes moteurs pour une soixantaine de jeunes participants. À l'échelle de la Vienne, c'était plutôt beaucoup, 20 jeunes moteurs. Dans les réseaux précédents, c'était un petit peu moins. Et une fois qu'il y a un ou deux noms dans chacun des 8-10 centres concernés sur le territoire départemental, il va y avoir un premier temps de travail, une première réunion, un week-end en fait, pendant lequel tous ces jeunes des structures vont se trouver. Je pense que ça répond en partie à une question qui est posée par plusieurs groupes autour de mais est-ce que ce n'est pas aussi trop de pression, de responsabilité pour ces jeunes? C'est du volontariat d'abord, et les jeunes à un moment, ils vont décider de s'impliquer, et que personne, évidemment, n'est obligé d'être jeune moteur. Mais ça ne répond pas à toute la question parce que, évidemment, les jeunes peuvent se mettre chacune et chacun une pression en se disant on doit être au top du top du top. Et qu'il faut quand même que les animes restent attentifs, repèrent ça et soient en capacité d'aider les jeunes à moins se mettre la pression. Nous, on l'a vu au réseau jeune d'avril 2019, nous, adultes, animateurs, on rate un peu une animation, on s'en fout, on en refait une cet après-midi ou demain, ça n'a pas d'importance. Nous, on voyait des jeunes qui voulaient que ce soit absolument parfait et qui, pour certains, étaient extrêmement déçus quand ça dérapait pendant 15 secondes sur une animation de 3 heures. Donc, je pense qu'effectivement, ça, il faut y être attentif. Mais voilà pour la démarche. Sur le réseau national, comment ça se passe, du coup? L'identification des jeunes moteurs, le recrutement? Mais en fait, ce qui se passe sur le réseau jeune national, c'est que du coup, ça se fait d'année en année. C'est-à-dire que quand on a des jeunes qui sont venus en tant que participants, dont l'expérience a plu, ensuite, on va leur proposer l'année suivante d'intégrer un groupe de 30 personnes, alors qu'on n'a jamais nommé de jeunes moteurs pour le moment, mais qui sont en fait un groupe d'une trentaine de jeunes qui vont s'investir dès le début. C'est-à-dire, si le réseau jeune est en octobre, dès le mois de mars, on va commencer à monter ce groupe-là, où ils vont ensemble participer déjà au choix de la thématique dès le début. Et ensuite, on va se répartir en commissions. Et donc, c'est des commissions, c'est très concret, quoi, sur la vie de groupe, sur le projet pédagogique, sur les soirées,
je ne vais pas vous faire la liste de toutes les commissions, mais ensuite, ils bossent en commission et on fait des points comme ça jusqu'à l'événement en lui-même. Et par exemple, le groupe qui bosse sur la thématique, c'est ce groupe-là qui va participer à l'animation de la thématique en lien avec les prestataires et les animes qui vont animer aussi ça, quoi. Mais vraiment, c'est les commissions, c'est l'organisation des commissions qui nous permet vraiment de s'organiser et d'avancer. Sinon, ce serait un bordel complet, quoi. Mais vraiment, les jeunes qui sont investis, c'est les jeunes qui ont, dans un premier temps, participé. C'est ça la clé. On ne commence pas ce projet-là, on ne le découvre pas en l'organisant. On le découvre en y participant et ensuite, si on le souhaite, on l'organise. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais il faut des étapes, quoi. Excusez-moi, c'était une question de quel groupe? Je pose la question pour être sûr qu'on balaye un peu tous les groupes. Nous, dans le groupe 6, je pense que ça reprenait un peu un de nos questionnements sur le passage du passage du pouvoir des animateurs, en fait, de l'organisation, sur l'organisation, sur les choix des thématiques et même la logistique. Comment est-ce qu'on passe ce pouvoir aux jeunes, en fait, et comment, même au-delà de le passer, comment on leur laisse, en fait. C'était un peu le questionnement qu'on avait. C'est une question importante, là aussi, qui fait écho à pas mal de questions formulées éventuellement un peu différemment dans d'autres groupes, mais autour du comment, des étapes, des stratégies. Je dirais que le plus important, c'est qu'il n'y a évidemment pas de recettes et de techniques. Alors, d'une certaine manière, je me contredis tout de suite si je prends les questions du groupe 10 et je reviens à votre question dans le groupe 6 après, mais il y a quand même un peu de stratégie éprouvée. Par exemple, il y a une question, est-ce que les jeunes sont accompagnés dans les animations de groupe, techniques d'animation, menées de débat? Bah oui, typiquement. Dans le week-end de janvier pendant lequel les jeunes moteurs préparent le réseau, eh ben, ils expérimentent des techniques d'animation, ils ont des espèces de mini-formations BAFA où ils vont s'approprier des techniques qui vont remobiliser pendant le séjour. Donc, en fait, il y a bien des techniques ou des recettes ou des stratégies pertinentes en amont. Une part de formation des jeunes, un côté très progressif, c'est-à-dire des jeunes qui vont être d'abord jeunes participants et dont on va repérer petit à petit qu'ils ont envie d'aller plus loin et que c'est pertinent de les emmener vers une responsabilité de jeune moteur. Et encore, tout ça s'inscrit dans des parcours plus longs parce que, à l'échelle nationale, dans les fédés, il y a ces réflexions sur comment on pense des parcours d'engagement depuis tout petit, depuis la LSH jusqu'aux missions de bénévoles élus, d'administrateurs. Si on voulait généraliser sur le comment on fait, moi je dirais que il se passe deux trucs essentiels, et c'est vrai dans toute innovation pédagogique, c'est vrai dès qu'on sort un peu des cadres usuels. Le premier, c'est que faut pas trop réfléchir d'abord. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut commencer à une échelle modeste. Je sais pas, j'imagine un mini-camp. L'idée d'une équipe qui se dit mais comment on fait dans le mini-camp pour qu'il y ait plus d'engagement, et commencer par un temps d'activité qui soit une activité au service d'eux ou d'engagement, ou commencer par un temps de 2 heures de débat sur une problématique, une question sociale, une question vive sur la question des religions, sur la question du vivre ensemble, sur la question des médias, sur la question des discriminations, etc., etc. Donc, commencer par faire un truc qu'on maîtrise à peu près, où on ne se met pas trop en danger, où on ne met pas trop les jeunes en danger. Le premier élément, c'est ça, c'est-à-dire vraiment commencer par des petites expérimentations ponctuelles qui vont permettre de rentrer dans le mouvement.
Et le deuxième truc qui se passe et qui est absolument fondamental, c'est les moments de délibération en équipe. Si on pose la question de quelles sont les limites, ben moi, je vous ai donné ma réponse à moi tout à l'heure, le code pénal, le principe de réalité. Pourquoi je suis en capacité de vous donner cette réponse très catégorique? Parce qu'il y a 20 ans en colo, on se posait avec les collègues la même question, qu'on s'est pris la tête pendant des années. Et donc, on s'est posé autour d'une table, qu'on a débattu, qu'il y en a un qui a pu dire mais vous délirez complètement, une colo sans horaire et sans emploi du temps, c'est n'importe quoi, c'est dangereux. Et puis une autre qui a pu dire mais non, mais il faut aller encore plus loin. Et petit à petit, ces discussions, elles nous ont permis de nous fabriquer nos limites à nous. Et c'est pareil dans chacun des réseaux jeunes, mais c'est pareil dans chacune de vos structures et dans chacun de vos projets où vous dites ça, vous posez. Et je pense que cette articulation entre, bon, je vais expérimenter un petit peu, j'essaie pas de tout faire en même temps, je vais bricoler un peu, ça me semble très modeste. Je ne suis pas content parce que j'aurais voulu aller plus loin. Mais ce n'est pas grave, je repasse à un moment de discussion, on prend un peu de distance, on réfléchit à nos objectifs, à notre projet, et puis ça nous rebooste un peu, et tac, on repart dans l'expérimentation. Et en fait, ces allers-retours très rapides entre expérimentation et puis réflexion, discussion, je pense que c'est ça qui permet de fixer des règles, des cadres, de se dire un peu comment on veut travailler ensemble dans notre équipe, dans notre centre social ou sur notre territoire. Est-ce qu'il y a une autre question, mesdames et messieurs, soit que vous avez relevé dans un autre groupe, soit que vous voulez poser de votre groupe? Moi, j'avais peut-être une question, oui, que je crois avoir vue dans d'autres groupes, mais que j'avais posée, c'était en fait comment faire en sorte qu'il y ait un engagement sur une longue durée et surtout que les jeunes ne se reposent pas sur l'adulte, que en tout cas, moi, je sais que ça, j'ai ressenti ça plusieurs fois. Alors après, en parlant avec le groupe, on s'est dit que c'était peut-être aussi une question de posture au niveau de l'animateur. Mais du coup, comment faire en sorte, je pense qu'il y a une idée de confiance aussi entre l'animateur et les jeunes, mais voilà, comment faire pour que les jeunes ne se sentent pas se reposer tout le temps sur l'animateur qui est l'adulte. Et donc, ça va, il y a un adulte, donc on n'est pas obligé de prendre forcément toutes nos responsabilités tout le temps. Merci beaucoup à vous. Comment vous travaillez ça, les uns et les autres, dans vos structures? Quelle stratégie pour que les jeunes ne lâchent pas et puis se laissent pas un peu porter par les adultes? Pour prendre notre exemple, on essaye d'avoir une démarche qui est réfléchie de l'enfance jusqu'à la jeunesse, avec, par exemple, sur le secteur jeunesse, un accueil de loisirs de collégiens, où là, les jeunes vont avoir une possibilité de s'engager plus ou moins forte. Et l'idée, c'est que cet engagement, cette autonomie, ce choix, il puisse aller crescendo avec l'accompagnement qu'on va avoir avec ces jeunes. Donc, peut-être que des choses qui ont commencé sur le secteur enfance, à l'échelle du primaire, vont être un peu plus travaillées à l'échelle du collège. Et après, avec les lycéens, vont être encore un peu plus travaillées. Et d'avoir une vraie logique de structure pour que les jeunes apprennent à prendre le pouvoir, comme on pourrait dire ça comme ça. Et nous, les animateurs aussi, apprendre à lâcher ce pouvoir au fur et à mesure, pour que tout le monde se sente à l'aise dans cette démarche. Merci beaucoup à vous. D'autres réactions ou éléments de réponse dans le groupe? Moi, je peux évoquer une anecdote. C'était sur l'année dernière. On avait un groupe qui s'était constitué pour souscrire au GET. Alors c'est la ville d'Angers qui alloue un budget pour que des jeunes puissent partir en vacances en autonomie. Et en fait, ils doivent remplir un cahier des charges, voir s'ils sont motivés pour pouvoir espérer cette aide. Et on a senti dans le groupe que certains s'appliquaient plus que d'autres, que d'autres s'essoufflaient et que en fait, l'idée, c'était de partir en collectif quand même. Donc, ça avait été encadré par mon collègue et moi très légèrement.
Mais le constat a été que finalement, parce qu'il y avait un temps aussi à présenter pour les parents, pour que les parents soient rassurés, un temps d'information, c'est qu'on les a laissés se présenter comment leur organisation. Et dans la présentation, ils se sont rendus compte que c'était pas assez solide, qu'ils n'étaient pas assez dans la cohésion. Et enfin, les mettre devant cette réalité-là, ils se sont rendus compte que finalement, ils n'étaient pas prêts. Et du coup, nous, on a décidé, en fait, en commun accord avec toutes ces personnes-là, ils étaient peut-être pas prêts, mais on leur a proposé et c'était exceptionnel, d'aller en sortie une journée ensemble, mais sans hébergement. Et en fait, ce groupe, après, on a senti qu'ils étaient moins frustrés, qu'ils ont compris pourquoi, et avec l'envie d'y retourner l'année d'après. Mais bon, ça se passe tout le temps comme ça. Mais c'est-à-dire que là, on était un peu, on sentait mal le truc au départ, et finalement, on était content que ça se termine bien. Merci beaucoup à vous. D'autres éléments de réponse ou réaction sur cette question-là? Oui, moi je veux bien intervenir. On a, dans les Yvelines, ça fait à peu près 1 an qu'on démarre un réseau jeunes avec d'autres fédés d'Île-de-France. Ce qui a été effectivement le plus difficile, c'est d'amorcer ce premier réseau jeunes. Et là, au début, on a été un peu confronté à une difficulté, c'est qu'on était tellement centré sur la forme qu'on a un peu oublié au départ, hein, puis on s'est vite rappelé, mais le plaisir, en fait. Et en fait, les jeunes, quand ils se sont vus la première fois, en fait, ont tellement pris de plaisir à se retrouver, à échanger, qu'en fait, ce sont eux qui aujourd'hui nous réclament des nouveaux temps de se retrouver. Voilà. Donc, on n'est pas que sur l'aspect projet, le truc organisation, cadre. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que un jeune qui s'investit, c'est un jeune qui prend du plaisir dans ce qu'il fait aussi, et qu'il faut aussi faire attention à garder cette notion en tête que on est là aussi pour prendre du plaisir, s'amuser. Voilà, ce n'est pas que des projets. Voilà. Je vous propose quelques éléments de réponse très très rapides pour qu'on puisse prendre encore 1 ou 2 questions de groupe. Moi, je ferai 2 remarques d'abord très générales. C'est petit 1, c'est pas un drame en fait, et que quitte à vous choquer, je dirais que c'est sympa que les jeunes puissent être un peu consommateurs. Évidemment, ce n'est pas l'objectif, on n'est pas là pour ça, ce n'est pas le projet, mais dans toute la complexité de la vie d'une structure et de nos interactions avec les jeunes, c'est bien. Et la possibilité pour un jeune d'être dans un endroit plaisant, sécurisant, où on prend du plaisir à être ensemble autour d'une activité qui n'a aucune plus-value pédagogique, ça fait partie de la vie. Bon. Et il n'y a rien de honteux. Et le deuxième élément, c'est que du coup, la manière dont ça va s'équilibrer, ces moments où on est plus dans des activités et un peu consommateur, et des moments où on est plus acteur, ça peut être très différent d'un jeune à l'autre, et ça peut être très différent selon les périodes de l'année ou de sa vie pour un même jeune. Et que de toute façon, on va jouer avec ça et on va accepter que ces équilibres fluctuent. Mais enfin, voilà, l'idée que dans un collectif, certains jeunes vont très rarement être impliqués, porteurs de projets, parce que ce dont ils ont besoin à ce moment-là individuellement, c'est juste d'être bien avec les autres et de se laisser porter, c'est pas très grave, et qu'on va y aller très progressivement. Et puis peut-être 2 stratégies qui sont complètement contradictoires, mais qui sont finalement qui peuvent être complémentaires. La première, c'est peut-être de le formaliser, ça, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a une partie de notre activité d'animateur dans lesquelles on encadre des jeunes dans des activités qu'on leur a proposées, et ils sont très très peu engagés, mais formaliser des moments d'activité
qui ont un statut très particulier où des jeunes sont porteurs. Voilà. On sait qu'il y a 1 ou 2 événements dans l'année et on sait que dans cet événement ou ces 2 événements ou 3 événements, là, un groupe de jeunes va devoir piloter. En d'autres termes, s'ils ne pilotent pas, l'activité n'aura pas lieu. On dit, c'est un exemple idiot, mais on dit il y a en octobre et en avril une journée qu'il faut monter de toutes pièces en déterminant un lieu d'activité, une rencontre avec une structure dans laquelle on va apporter un soutien et il va falloir porter la logistique, machin. Et on sait que dans ces journées-là, il va se passer des choses et que dans d'autres temps d'activité, on va moins être dans des logiques d'engagement. Ça, c'est une stratégie, c'est de le formaliser très fort. Pour vous donner un exemple, dans cette fameuse colo provisoire dont je vous parlais, on accueillait les jeunes 3 semaines, il y avait 48 heures d'activité programmée par les adultes et au moment où on accueillait les jeunes, le premier jour, on leur présentait le planning et on disait, dans 48 heures, les animateurs cessent d'animer. Donc, soit vous organisez la colo, proposez des activités, vous les préparez, vous les animez, soit vous allez vous emmerder. Donc ça, c'était une stratégie, puisque la colo était très courte, on ne connaissait pas les jeunes, et donc il fallait un outil qui permette que ça démarre. Et stratégie complètement contradictoire, mais très pertinente aussi, ne rien faire de tout ça, ne pas se dire on va travailler l'engagement, faire notre vie et être dans un fonctionnement dit classique, et partir des initiatives des jeunes. Quand il y a un jeune qui dit « mais moi j'ai envie d'eux », quand il y a un jeune qui râle parce qu'il dit « cette activité est nulle », quand il y a un jeune qui râle en disant « mais pourquoi on ne profite pas de tel équipement ou de tel dispositif ?» Attendre ce moment-là pour, avec lui ou elle, et éventuellement un petit groupe, partir dans l'expérience de quelque chose où très progressivement, ils vont s'engager.